Je suis forgé d'un tout autre acier, comme vous pourrez le constater. Que les crocs du Cerbère se referment sur toi, vilain engeance. Mon Dieu, mais comment peut-il déployer un tel cosmos? Je vais déclencher sur toi le colosse de Bazal. Un deuxième épisode de 2D6 plus cool, il faut le voir pour le croire. Eh oui, une autre session de jeu de rôle, qui elle aussi a été enregistrée via Hangout dans le cadre de la communauté L'Auberge Virtuelle. Cette saga a été baptisée Saint Seiya Sigma. Saint Seiya comme le dessin animé des années 80, connu de par chez nous sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Sigma parce que c'était tout simplement le nom de la tablée playtest à ce moment-là. Tablée composée par Laurent Goss, Nicolas Chedecal et Bastien Acritarque Wotoz. Là aussi, comme toutes les premières sessions, on titube un peu, sans parler des problèmes techniques. De plus, 2 joueurs sur 4 avaient leur compagne non loin de là. Tant et si bien qu'on peut entendre l'une d'elles en plein Warcraft. Détail d'importance, cette saga est motorisée par Abstract Dungeon. Du moins une version légèrement modifiée. Abstract Dungeon a été kickstarté il n'y a pas si longtemps. En gros, on lance tous ses dés en début de partie, et on les dépense comme des ressources, afin de s'appeler l'opposition. Le jeu est assez fluide, faisant la part belle au roleplay et à la narration. L'aventure commence bel et bien à la 23e minute. Bonne écoute. On va commencer par Démétrios de la table, parce qu'il faut un certain courage quand même pour prendre cette constellation protectrice qui n'est pas très évidente à transposer, mais après tout, bon, on a vu un signe qui s'amuse à avoir des attaques de froid, alors pourquoi pas. Voilà. Donc, je note. Donc, parle-nous de ton personnage. Tu es censé être... Démétrios est issu d'une famille de la petite noblesse paysanne. Mm-hmm. Et donc, son père possède une grosse ferme château perdue dans une campagne rayonnante et riante et vallonnée, doucement vallonnée. Et Démétrios s'imaginait récupérer un jour le domaine familial, comme c'est normalement le cas de tout second, puisqu'il est le deuxième enfant de la famille, puisque par tradition, l'aîné est envoyé dans un sanctuaire, le sanctuaire de la montagne chauve qui surplombe les campagnes où habite la famille de Démétrios. Et là, il doit suivre l'initiation pour devenir un chevalier d'Athéna, ce qui est une grande fierté familiale d'avoir une longue lignée de chevaliers d'Athéna. Je conclus donc que tu vis dans une de ces enclaves un peu hors du temps, qui est parfaitement au fait de ce qui se trame. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est une enclave aussi qui a très peu souffert de la Troisième Guerre mondiale et qui est restée très enfermée et très, qui est restée très, très proche des traditions et en effet de certaines traditions occultes, comme par exemple l'existence du culte d'Athéna et des chevaliers de l'ordre des chevaliers du Zodiaque. Et donc, la vie de Démétrios a complètement basculé un jour qu'il jouait innocemment avec son frère et qu'un accident de jeu qu'il a provoqué lui-même de manière évidemment totalement inconsciente, mais a fait tomber son frère au fond d'une profonde grotte. Il jouait dans un petit creux là et malheureusement en frappant un caillou avec le marteau tonnerre de Héphaïstos, qui était évidemment uniquement un jeu, mais c'était beaucoup plus drôle évidemment de jouer au chevalier que de jouer à d'autres jeux. Il a frappé un caillou qui est tombé en terre et la petite la doline dans laquelle ils jouaient s'est effondrée sous leurs pieds. Oh mon Dieu! Et le frère de Démétrios a sauvé son frère en le jetant sur le bord de l'abîme. Comment s'appelait ton frère? Accroché in extremis alors que son frère tombait au fond d'une profonde grotte dans un cri qui lui a semblé durer l'éternité et il a fallu tous les efforts de nombreux serfs du domaine pour le récupérer et se rendre compte que malheureusement dans sa chute il avait perdu l'usage de ses membres inférieurs. Mon Dieu. Et donc voilà que le frère aîné ne pouvant plus aller au sanctuaire, eh bien
la pénitence de Démétrios a été évidemment de le remplacer, et le jour venu, il a dû, plus jeune que normalement, il aurait dû puisque c'est lors du passage de la 16e année que le frère aîné aurait dû être envoyé au sanctuaire, mais Démétrios, il n'avait que 14 ans quand il a été envoyé au sanctuaire, et ça a été un petit peu traumatisant, parce que la règle du sanctuaire est une règle d'ascétisme le plus absolu. Et donc Démétrios a d'abord dû apprendre à vivre comment dire, sans serviteur autour de lui pour subvenir à ses besoins et l'encadrer à toute la journée. Et puis il a été séparé complètement de sa famille, puisque tant que son apprentissage n'était pas fini, il n'avait pas le droit de revoir ni sa famille ni ses proches. Donc il a très mal vécu la chose, d'autant plus qu'il était tombé amoureuse de la jeune et belle Lydia. Et bon, avant d'être emmené au temple, Lydia lui avait offert de s'enfuir avec lui pour qu'il vive une vie certes moins riche que ne devait le prédisposer ses ascendances nobles, mais qui aurait été une vie heureuse avec elle, mais il a refusé par devoir et parce qu'il devait remplacer son frère au sanctuaire, de manière à maintenir la lignée des chevaliers, la lignée familiale des chevaliers. Et donc il a dû ainsi quelque part abandonner son amour de jeunesse, tromper l'amour que Lydia lui portait pour sauver l'honneur de sa famille et partir au temple devenir chevalier. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, si ce n'est que Lytès, son maître, a été très dur avec lui pour s'assurer que Démétrios apprenne la valeur de l'abnégation, qui est la seule qui permet aux chevaliers de la table de mériter de revêtir enfin cette armure de bronze. Et voilà, je ne sais pas si tu en veux tellement plus, Boulsou. Là, je suis ravi. C'est ce que je voulais savoir en fait. Le reste, après, en ce qui concerne ses opinions, sa vision du monde, c'est toi qui l'appliqueras en jeu. Même si bon, on s'éloignera pas des sentiers battus, ça me convient fort bien. Maître Lytès, le mystérieux Maître Lytès. Ok. Voilà, et puis tu trouveras aussi donc Scolandrios, qui est le nom de mon frère aîné. Et Lydia, la pauvre. Voilà. Et tu m'excuseras, je mes larmes. Oui, je t'en prie. En fait, tu l'as fait exprès de tuer ton frère, de paralyser ton frère à vous. Non, pas du tout. Jamais j'en ai fait ça, Scolandrios. Il était beaucoup plus courageux, plus grand, plus fort que moi. C'est lui qui aurait dû prendre ma place, c'est lui qui devait être chevalier. C'est parti. Je suis qu'une pâle copie, je ne suis qu'un pis-aller. Waouh, pis-aller, c'est pas facile à placer dans une conversation. Ouais, hein. Il le fait, En fait, tous les jours. En fait, je sors cette phrase à chaque fois que que je me sens écrasé au niveau de mon vocabulaire. Que vous soyez prévenus pour la suite. Puisque, on va reprendre. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, au niveau de tes attaques, j'étais un peu troublé au niveau de bon, après, c'est sûr que c'est jamais facile à partir du moment où tu es le chevalier de la table. Oui. Même pas ronde, de surcroît, c'est de trouver une certaine unité dans la façon dont on nomme les attaques. Et c'est sûr que sacrifice ardent, roue d'obsidienne, colosse décapité, c'est un peu flou, on va dire, le lien qui est entre ces trois-là. Mais en même temps, chevalier de la table, c'est pas facile. Alors après, c'est pas forcément indispensable mais si entre-temps tu réussis à trouver un lien. Je vais mettre des références alors plutôt à des cailloux. Tu vois, comme ça, il y aura une unité de thème autour des attaques, d'accord? Oui. Donc, on va garder la roue d'obsidienne, on va mettre le colosse de basalte, par exemple. Ça peut le faire, ouais. Ouais, en tout cas, c'est mieux que tu trouves un lien basé sur la caillasse que sur le mobilier, parce que l'attaque de la commode Louis XV, ça ne marchera pas. Merci, j'essaie d'être drôle. Le champ lexical, je crois que c'était ça que je cherchais. Voilà. Comme terme. Le sacrifice dans la lave, la roue d'obsidienne, le colosse de basalte. La lave, comme c'est amusant. Suivant. Nous avons Naga l'acharné.
Alors, Je suis là pour euh, ajuster au besoin. voilà, Donc, d'accord. Alors, donc en fait, Naga est issu d'une famille très pauvre de fermiers qui étaient vraiment du monde, au bord du monde. Et un jour est survenu le drame par l'entremise de chevaliers renégats qui sont venus non seulement piller, si je puis dire, le peu de valeur que nous avions dans la ferme pauvre de notre famille, mais ils semblaient connaître mon père et donc semblent avoir perpétré une vengeance face à mon regard totalement et à mes possibilités totalement, comment dire, je trouve plus mes mots, sous mon regard impuissant, voilà, chercher le mot. mhm. Et donc, j'ai assisté au meurtre donc de mes parents et fait étrange à l'enlèvement de mon frère, malgré toute la petite force et puissance que j'ai essayé d'utiliser pour les en empêcher, à l'enlèvement de mon frère jumeau, Nara, qui ne semble pas avoir souffert, mais voulait rester avec moi, mais a été enlevé par ces chevaliers rouges. Alors, je sais qu'il y a un ordre de chevaliers dans l'univers des chevaliers de Zogat de basse caste, mais je me rappelle plus lesquels c'est. Je sais que il y avait les chevaliers de bronze et il y avait en dessous, je crois, mais je me rappelle plus lesquels c'est. Euh, Tu dois soit parler et des donc, chevaliers d'acier, dans ce cas, vaut mieux que tu les oublies, ou alors ah tu bon? parles des chevaliers noirs. En toute franchise, je ne m'en rappelle plus. Mhm. Donc je te laisse le soin de choisir. L'identité En tout cas, de tes les points bourreaux. importants. Pardon? L'identité de tes bourreaux. Oui. Donc, enfin, en tout cas, à quel ordre ils appartiennent. Ah, ok. Donc, les seuls points qui sont réellement importants, c'est qu'ils semblaient connaître mon père, l'ont assassiné, car ils semblaient perpétrer une vengeance et ont enlevé mon frère jumeau sous mes yeux impuissants. Et je ne comprends pas, moi, pourquoi je n'ai pas été enlevé. Est-ce que c'est parce que je ne ressentais pas encore le cosmos? Si ma mémoire est bonne, c'est comme ça. Bref, je n'en sais pas plus pour le moment. Si ce n'est qu'après ces périodes d'inconscience où j'ai été recueilli par des paysans entre guillemets voisins lointains ayant vu les flammes de notre domaine brûler, m'ont recueilli, m'ont soigné, et mais pendant ces périodes d'inconscience prolongée, une vision m'est apparue. Et cette vision avait pour trait un humanoïde, un taureau humanoïde, qui se faisait appeler Minos, pas Minos, le Minotaure, pardon, et qui, si je le rejoignais, m'offrirait ma vengeance. Et à partir de là, ce rêve, c'est comme inscrit dans mon âme, c'est forgé au fer rouge dans mon esprit, et je n'avais plus qu'une envie, me rétablir le plus rapidement possible et suivre mon intuition, mon instinct pour me diriger vers cet appel. Et donc j'ai rejoint l'île de Crète, où j'ai fini par tomber sur les ruines du palais du roi Minos et à errer comme une âme en peine dans son labyrinthe en cherchant vainement les appels euh, de ce Minotaure, pour qu'enfin, au bord de l'abandon et du désespoir, il m'apparaisse. Et que cette première épreuve ait commencé à forger mon âme et mon caractère, en me disant que non seulement je ne devais jamais abandonner ni jamais renoncer, mais que c'est à ce prix qu'il me formera et qu'il m'offrira ma vengeance. Et un pacte à partir de ce moment-là, c'est entre nous. Une formation stricte, vraiment très stricte, je dirais presque spartiate, car je devais moi-même aussi
chasser pour ma nourriture, subvenir à tous mes besoins, coudre et faire mes propres mes propres habits, jusqu'à forger presque certaines pièces de mon armure. Enfin, je sais pas si c'est possible ça. En revanche, ça me paraît impossible. Mais tu as dû te faire, comment dire, une armure d'apprenti, quoi. T'avais des pièces de cuir, Voilà, avec les pièces que tu as fait on va toi-même. dire l'adapter Ouais. peut-être à ma corpulence. Et à partir de ce moment-là, une formation stricte, dure et extrêmement martiale, qui me poussait au-delà de moi-même pour m'apprendre les secrets du chevalier du labyrinthe. Alors si ça te convient, je serai le chevalier du labyrinthe. Donc je voulais, c'est là où j'ai un peu calé, c'est sur la transcription de mes pouvoirs. Mhm. Parce qu'en fait, je voulais un pouvoir, avant tout, on va dire, si je puis dire, psychique, c'est-à-dire de créer des illusions, bien sûr, de Mhm. dédale de labyrinthe, mais surtout faire perdre les pouvoirs de mes adversaires dans ce dédale de labyrinthe. Quand ils m'envoient un coup à distance, par exemple, je pensais entre autres, comme le météore de Pégase, etc., que de créer des murs, des dédales pour esquiver ces attaques et moi réapparaître à un autre endroit pour provoquer mes attaques. Ok, Voilà, il y c'était a un peu moyen, l'idée. de transposer ça. Kuro, Oui. raconte toute ton histoire, Kuro. Eh bien, Kuro était un jeune homme tout à fait charmant, tout à fait gentil, fils d'un couple qui possédait leur propre société au Japon. D'accord. Il est né avec une petite cuillère en or, voire en platine dans la bouche, n'a jamais manqué de rien. Jusqu'au jour où malheureusement, puisqu'il faut une vie de merde, hein, bien Oui. sûr, ses parents ont été assassinés sous ses yeux. Ils ont tué son frère, sa petite sœur et même son chien. Oh, les salauds. Les salauds. Et, et Kuro s'est retrouvé un petit peu donc seul, égaré, perdu, devant finalement être la personne qui reprendrait la suite à la mort de ses parents, mais qui n'en eut pas l'occasion puisque des personnes mal intentionnées en prime ont pris la main sur lui dans les affaires de la compagnie. Et voilà qu'il est ruiné, qu'il est sans sou, qu'il n'a nulle part où aller. Et qu'on le place à l'orphelinat. Alors, ces années d'orphelinat, ça reste quand même quelque chose d'assez classique, hein, étant donné que c'est un gamin un peu traumatisé, il attire à lui un petit peu tous les cas sociaux du coin. C'est d'ailleurs comme ça qu'il fait la rencontre de Kimiko et de quelques autres petits bâtards des rues, comme j'appelle ça, avec lesquels il va vite s'acotiner pour faire un petit peu les 400 coups, jusqu'à faire parler un petit peu de lui. Et à ce moment-là, malheureusement, les personnes qui ont assassiné sa famille vont s'apercevoir qu'ils ont mal fait le job. Et donc du coup, ils vont commencer à le pourchasser. Donc ça, c'est à peu près à l'âge de ses 12-13 ans. Et donc, il se remet en fuite, il se remet à courir. Le voilà un petit peu à essayer de se raccrocher comme il peut aux branches. Et dans sa fuite, justement, il y a la jeune Kimiko qui l'accompagne, puisqu'elle non plus n'a nulle part où aller, ni parents, ni famille. C'est d'ailleurs de là que naîtra leur brève et magnifique histoire d'amour. À 13 ans. À 13 ans, ça C'est commence pas grave, à c'est pas grave. compter, mais ils ont fui quand même 2-3 ans ensemble. Et malheureusement, un beau jour, au cours d'une de leurs fuites, voilà, il la retrouve après être allé chercher de la nourriture, sans doute morte, étendue sur le sol, sans vie. Donc je t'avais marqué quelque chose, tu sais, sur mon BG, c'est que en théorie elle est pas vraiment morte, mais je cherche une raison plausible, enfin, quelque chose craint. Si ça se trouve, elle le sera vraiment. Ah oui, ça se trouve, voilà. Enfin, tu géreras un petit peu comme tu veux. Mm. Et donc finalement il a plus rien. Il a plus rien. Le voilà dépossédé de tout, avec la rage au ventre, quoi, l'envie de faire du mal à ceux qui l'ont torturé. En plus, il en connaît même pas les raisons. Et il se met à chercher, un moyen, quel que soit le moyen, il se met à chercher la façon dont il pourrait rendre la monnaie de leur pièce à ces salopards.
Et il finit par entendre, à force de traîner dans des coins un petit peu glauques, dans des trucs un petit peu, voilà, il finit par entendre parler d'une petite île qui serait soi-disant hantée, sur laquelle certaines personnes disparaîtraient. Et bon, bah, il trouve moyen de s'y rendre. Et c'est là qu'il va rencontrer donc son mentor, la personne qui va lui apprendre, entre guillemets, qui va faire de lui un outil, en gros, à devenir chevalier. Et du coup, c'est une formation vachement difficile puisque c'est à la limite de la torture physique et mentale. Euh, Mais comment se nommait ce maître? Eh bien, alors déjà, est-ce que c'est possible que ce maître ait été un esprit? Faudrait qu'on essaie de trouver autre chose, histoire que ça fasse pas trop redondant avec ce qu'a vécu Naga. Ouais. Tu tiens impérativement à ce que ce soit un esprit? Bah, je pensais à une banshee en fait, de la mythologie japonaise, donc une sorte de yorei ou quelque chose comme ça, comme tu le sens. Mais en gros, voilà, elle s'est servie de lui bah en gros, puisqu'elle avait aucun moyen réel, elle, d'accomplir sa vengeance, puisqu'elle est clouée sur cette île. Elle se sert un peu de lui, elle le transforme petit à petit en une arme et elle le lance dans le combat, dans la mêlée, en finalement lui permettant, donc je sais pas plus trop comment ça se passe, de revêtir l'armure du Cerbère. Après, si tu veux que ce soit autre chose qu'une Banshee, ça me va, hein. Ça peut être une personne qui pouvait pas quitter cette île. Oui, non, mais ça, pour sa bio, là, je vois tout de suite. J'imagine parfaitement, comment dire, la personne qui a fauté vis-à-vis du sanctuaire, et lors de questions qu'elle s'en échappe. Une chevalière masquée, tant qu'à faire. Voilà, pourquoi pas. Donc, Kuro du Cerbère a été formé par la Banshee, juste la Banshee, quoi. D'accord, je l'imagine bien. Je l'imagine sans pitié, elle aussi. Tu te rappelles de ce que je t'avais dit au niveau des tout ce qui était vertu, de fait que il faut quand même qu'elle reste sous le joug du sanctuaire pour ne pas avoir fait de toi. Bon, elle a fait de toi le bad guy de l'équipe, mais si elle fait de toi un monstre, ça va pas. Tu vas avoir du mal à t'en C'est pas prendre. un monstre. Pour autant, en fait, il a ses valeurs, en fait, Bien tout sûr. simplement. Il a un code de l'honneur. C'est juste que toute personne qu'il juge innocente ou n'aurait rien à faire, entre guillemets, avec son histoire, sauf à trouver de bonnes raisons de la combattre, à pas se comporter non plus comme un sociopathe. Voilà, c'est juste qu'il a son histoire, qu'il a sa vengeance dans la peau, et que c'est vrai que la vengeance est peut-être la seule chose qui pourrait le détourner du but finalement qui lui a été donné. En fait, ça pourrait être ce but offert par son professeur qui pourrait justement l'ancrer dans l'histoire et lui permettre de rejoindre le groupe. Bah, ça, je vais tâcher de trouver. Je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter sur le Cerbère. Je vois vaguement son plot. J'ai j'ai une image très vivace de son maître. Elle me fait bien marrer, la Banshee. Je vous explique pas encore vraiment comment ça se joue. C'est très simple, mais bon, il y a quelques faits sur lesquels il faut fermer les yeux, quoi. Par exemple, le meilleur exemple que je puisse citer, et je le cite, il me semble, dans mon topo, c'est faut imaginer que les dégâts sont plus romancés que concrets. Faut pas s'étonner si je vous fais décoller du sol quand vous mettez quand vous prenez 3 points de dégâts dans la tête, alors que vous venez d'enchaîner à votre adversaire 9 points de dégâts. Si l'adversaire en question est censé être un big boss, bah étrangement, les 9 points de dégâts, c'est comme s'ils avaient usé son invulnérabilité scénaristique. Et vous n'aurez pas la joie de m'entendre le décrire en train de traverser 15 piliers avant de s'écraser en 1000 morceaux. Alors que vous lui aurez mis 9 points dans la gueule et que lui vous en aura ôté seulement 3. Ça fait partie de ces petites facéties narratives auxquelles il faut s'habituer. Ok, pas de souci. Bah, de toute façon, t'avais prévenu ça, il me semble. Ouais, tout à fait. J'espère que ce que nous allons jouer va vous plaire au point qu'on fasse une suite. Et si nous faisons une suite et qu'on commence vraiment le cœur du sujet, on se fera le luxe de se faire un générique que nous décrirons. En fait, c'était une tradition avec l'autre tablé, c'est-à-dire que dès la deuxième partie, on a lancé une musique à la con et on décrivait chacun à tour de rôle des plans propres à notre personnage, pendant qu'un japonais beuglait dans le micro des propos incompréhensibles. Oh mon Dieu! De la musique. Oui. Et elle fera la moitié du boulot. Et je me paie même le luxe d'ajouter des petites illustrations. Je vais pas faire ça systématiquement, je vous rassure, mais là j'ai le luxe de pouvoir le faire, alors je le fais. Eh bien, tu es sous ce soleil écrasant de Grèce, naturellement. Voilà, ouais. Nous avons
un travelling général sur ces cellulos exercés pour certains à la hâte dans des studios chinois, où on peut voir les vestiges antiques de temples d'inspiration franchement grecque. Et ça et là des habitations, tout ce qu'il y a de plus... mince, le mot vétus ne s'applique pas. Des bâtiments toutes ressorties d'un autre âge. On a du mal à croire que nous sommes dans les années 80. Et faut imaginer que depuis que Démétrios a obtenu son armure de la table, son armure de bronze de la table, il va falloir vraiment que je m'habitue au fait qu'on a un chevalier de la table. Eh bien, ce dernier a été accueilli au sein du sanctuaire. Maintenant, tu œuvres dans le domaine sacré en tant que chevalier de bronze. Et tu as droit à des baraquements qui ne te sont pas totalement exclusifs, puisque tu le partages avec d'autres jeunes chevaliers de bronze qui ont tout fraîchement gagné leur armure. Et pour l'heure, vous menez une vie trépidante de bêtes... mince, j'aime pas changer les mots. De sentinelles, tout simplement. Vous vous contentez de faire des rondes désespérément ennuyeuses. Ça oui. Où vous êtes assigné à différents secteurs aux alentours du domaine sacré, ce fameux domaine que les mortels ne peuvent pas voir, où seul quelqu'un doté d'un cosmos est en mesure de s'y rendre. Et il faut imaginer qu'en gros, vous arpentez des distances faramineuses en courant tel un train à grande vitesse, comme ils le font si bien, penchés vers l'avant, comme si vous étiez prêt à vous envoler. Nous courons tous les jours plusieurs marathons, mais en sprint continu. Voilà, en sprint continu, avec un petit bruitage et les cellules qui défilent derrière. Bien sûr. Vous faites des bons japanimés, vous sautez d'arbre en arbre. Vous restez de nous donner la force d'y arriver encore. Bien sûr, parce que vous carburez au cosmos, c'est votre cam. Et vous imaginez que de temps à autre, vous croisez les simples soldats qui sont tous anonymes avec leur mauvais casque de cuir ou de leur visage pas dessiné. Voilà, exactement. Avec leurs yeux plongés dans l'ombre pour leur ôter toute forme d'identité. Déjà qu'on a tous le même profil, les gardes, c'est encore pire. Voilà. On ne pourrait même pas les identifier grâce à leurs cheveux. On fait même pas l'effort. Eh bien, tu viens d'achever de tes rondes éreintées, et lorsque tu rejoins ton baraquement, que vois-tu dans toute sa splendeur? Ni plus ni moins que Maître Litès. Je me suis pas planté. J'aurais pu effectivement donner le nom d'un autre maître, mais non, c'est effectivement le tien. C'est pas planté. Maître Litès. Bon maître, je mets un genou en terre et je fais une courbette devant lui. Comme je suis heureux de vous revoir, dis-je en regardant le sol. Tu m'as dit que Litès, lui, il était, il avait une affection plutôt discrète, voire inexistante vis-à-vis de ta personne. On est d'accord? Oui, c'est un maître qui a été sévère. Hein. D'accord. Et c'est un ascète, donc voilà. Quel look on pourrait lui donner à cet homme? Écoute, je vais prendre ce portrait au pif. Je vois son regard juge porté sur toi. Hop là, il est minuscule. Le voici. Ah oui. Alors moi j'imagine qu'il porte lui aussi une toge antique, mais nulle armure. Et en général, c'est le moment où les spectateurs commencent à prendre les paris en se demandant: tu penses que c'est un chevalier d'argent ou un chevalier d'or? Mais nous l'ignorons. Moi-même, à cette seconde, je n'en ai pas la moindre idée. Voilà. Donc, Maître Litès, qu'êtes-vous venu faire par ici? Il reste silencieux un instant, alors que je m'apprête à roleplayer pour la première fois de la soirée. Relève-toi, Démétrios. Je me relève d'un bond et je le regarde fièrement, accrochant mes yeux à son regard. Le temps presse. On dirait que le chambellan de Calion a remarqué, a trouvé de l'intérêt en ta personne. Tu vois qu'il a un froncement de sourcils. Et toujours de... Je suis censé savoir qui est ce chambellan de Calion. Tu l'as peut-être croisé à quelques occasions. Un genre d'éphèbe gigantesque. Quel intérêt peut-il avoir dans un chevalier comme moi? À ce moment-là,
Litès pousse un sorte de soupir, un léger soupir et hausse les épaules. Hop là. C'est à cela que ressemble le chambellan de Calion. Bon, il y a que le casque qui fait armurer, hein, le reste du temps il porte une toge. Je ne suis pas homme à deviner les desseins du chambellan. Cependant, le temps presse. Tu dois te rendre à la lisière de la forêt de Knessos, que je viens de baptiser à la hâte. Là-bas, je vais te baptiser à la hâte. Là-bas, tu trouveras non, c'est pas délégation le terme que je cherche, une escouade de simples soldats, avec à leur côté un chevalier de bronze dont j'ignore le nom. Tu vois vraiment qu'il a vraiment une expression un peu interdite, à se demander s'il approuve vraiment tout ce qui se trame. Tout cela est bien mystérieux, maître Litès. Mais bon, puisque tel est votre désir et votre ordre, je ferai tel que vous m'avez demandé. Ils sont en train d'escorter un de ces chevaliers renégats, qu'on appelle les chevaliers noirs. Alors il est sans doute en train d'essayer de s'échapper. Ton rôle, ta mission, est de rejoindre sans plus tarder cette escouade. Si tu as la chance d'arriver sur les lieux avant que ce chevalier ne tente de s'échapper, tu te devras de rester à couvert et de n'agir en aucune façon. Cet homme doit s'échapper. Comment? Mais, maître, vous me demandez de laisser s'échapper un chevalier renégat? Le jeu en vaut la chandelle. Non, je pense pas que Litès dirait une chose pareille. En plus, lui, c'est la table. Hein. Il te dira plutôt... il te dira pas non plus on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il déclara plutôt c'est un mal nécessaire. Oui, alors comme je l'ai signalé peut-être dans ma présentation, j'adore déconner en hors-jeu, mais il faut que je m'efforce de ne pas le faire en jeu. Et bien donc, toujours, cet homme gigantesque imposant, regarde comme il est imposant. Donc, Totoise déclare, c'est un mal nécessaire. Tu dois le filer, tu dois le poursuivre inlassablement. Très bien, maître. Ainsi donc, je dois le suivre jusqu'à son repère et lui faire sentir qu'il est suivi pour qu'il commette des erreurs. C'est cela, n'est-ce pas? Tu dois justement éviter qu'il fasse quelque erreur que ce soit. Sans quoi, il te mènerait dans un traquenard. Et au même moment, mon épouse débarque dans l'appartement, mais je vais faire comme si elle n'était pas là, et même si c'est un peu insultant. Coucou chérie. Je pense... Oui, non, elle n'apparaît pas. Bon, bref. Eh bien, très bien, maître. Tu ne dois pas trahir ta présence, sans quoi il t'amènerait dans un piège, et tout ceci serait vain. Très bien. Eh bien, puisque telle est votre volonté, maître, je ferai comme vous m'avez demandé. Je vais me rendre tout de suite aux abords de la forêt d'Andrès pour rejoindre cette escouade de garde qui accompagne le chevalier noir que je dois laisser s'échapper et poursuivre jusqu'à son repère. Comment as-tu appelé cette forêt à l'instant? La forêt d'Andrès. Je ne pense pas l'avoir appelée comme ça, mais c'est pas grave. Non, Désormais, elle s'appelle forêt de Andrès. Andrès. Je dois encore trouver un nom ou un truc dans le genre. Et ma femme m'a regardé avec des drôles d'yeux parce que je ne l'appelle jamais chérie. Elle voit que je joue un rôle. Et à ce moment-là, donc, l'imposant maître Litès s'écarte et tu vois qu'il a déjà mis de côté... non, Suisseau. Je pense que comme tu reviens de ronde, tu portais déjà ton armure de bronze. Donc au pire, il a éventuellement ta... Donc, il ne s'écarte pas pour montrer ta boîte de Pandore, car elle n'a aucune utilité. Je retconne aussitôt ce que je viens de déclarer. Eh bien, va, et accomplis ta mission, déclare-t-il. Eh
bien, je pars en courant le plus vite possible vers la forêt d'Anglès. Puisse-t-il faire honneur à son frère, marmonne-t-il uniquement l'attention du spectateur. Voilà. Eh bien, tu files. Nous reviendrons à ta personne un peu plus tard, naturellement, puisque le but est que vous vous réunissiez le plus vite possible. C'est un autre héros. Oui. Et en fait, on traitera tout ça sous la forme de flashback. Comment ça s'est passé, comment tu as pu assister à l'évasion de cet homme mauvais. Pardon. Ok. Suivant, nous allons passer à Naga du labyrinthe. Rien que ça. Mon épouse, as-tu connu toi aussi le chevalier du labyrinthe? Oh, je suis vieux, je suis tellement vieux. Elle sait pas de quoi je parle. Bien, j'imagine cette scène où, allez, tant qu'à faire, nous allons aussi conserver ce soleil écrasant. Et cette musique apaisante. Lancinant. Ah oui. Je suis en train de me faire avoir par mes gadgets, en fait, puisque je passe plus de temps à fouiller des jolies images qui me dédouanent de toute description, plutôt que de les faire... C'est comme tu le sens. Allez, on va prendre celle-là. Faut vraiment pas que je me fasse avoir. La prochaine fois, il faudra que j'anticipe un peu ce genre de choses ou que je m'en dédouane totalement. Mais les manies ont la vie dure. C'était celle-ci, c'était celle-là. Voilà. Nous sommes sur l'île de Crète, qui est plus montagneuse que je ne l'aurais cru. Mais c'est pas grave. Elle est montagneuse, il me semble. Parfait. Il y a même de la forêt et tout. Hein. Il y a des monts enneigés. Dis-moi, Naga du labyrinthe, quelle était ton épreuve? Quelle est l'épreuve qui t'a fait remporter ton armure de bronze? Quelle est l'épreuve qui m'a fait... bonne question. J'ai dû sortir vivant du labyrinthe créé par mon maître, où j'ai affronté les simulacres de mes pires peurs et de mes pires cauchemars. Ça me va, c'est bien dans le ton, c'est tout à fait cohérent. Je n'abandonnerai jamais, maître. Rien, c'est juste mon épouse qui passait me parler, du coup ça m'a un petit peu distrait. On la refait. Non, je me cherche une phrase d'accroche que je dis à chaque épisode, en fait. Ah oui, non mais il faut les catchphrases de ce genre. Je me relèverai toujours. Je cherche. Vite le Minotaure. Quel instant on pourrait lui donner? Ça c'est trop jeune. Toutes les images que j'ai sont bien trop jeunes. Allez, vite. Bon, en même temps, c'est un spectre, donc tu peux prendre ce que tu veux. Effectivement. Écoute, je vais prendre ce visage-là. Plus jeune que ce que tu n'aurais cru. Non, je vais prendre celui-ci, qui transpire la classe. Et donc, tu viens d'arriver dans une sorte de caverne gigantesque. C'est à se demander si ce sont les titans de l'ancien temps qui l'ont creusé de leurs mains. Et pourtant, il y a là une sorte d'hôtel vétuste. Et en son centre se trouve justement la boîte de Pandore qui contient l'armure du labyrinthe. Et dès l'instant où tu as pénétré dans cette grotte et que tu es face à elle, elle jaillit hors de sa boîte. Et les pièces qui la composent ne manquent pas de recouvrir ton corps. Et étrangement, cette séquence est fort bien dessinée vu qu'elle serait recyclée dans chaque épisode. Oui. Tu viens d'endosser donc l'armure de bronze du labyrinthe. Donc à ce moment-là, donc je t'imagine sans doute la regarder avec
Avec Oui, fièvre. je teste, je fais briller mon cosmos pour mon frère, Nara. Et donc, tu as joué des bras, tu as joué des poings et des pieds, tu te sens capable de fendre cette montagne du tranchant de la main. Et à ce moment-là, sort des ombres, une sorte de rire. Et je lance mes coups spéciaux remplis de cosmo-énergie dans le vide face à la caméra. Allons, Naga, tu ne voudrais pas détruire mon labyrinthe. Oh non, maître. Et en fait, cette voix, tu l'entends de façon bien plus concrète, vu que jusqu'à présent, tu avais plutôt l'impression d'entendre dans ta tête. Et là, c'est cette voix qui se répercute dont l'écho se répercute dans les couloirs sinueux que tu as arpentés jusque-là. Et c'est un homme bien réel qui apparaît devant toi, qui C'est vous? porte Est-ce une sorte illusion une peau de bête et effectivement une sorte de casque qui évoque le Minotaure. Désolé, je vous coupe une seconde. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu le volume de la musique que je puisse entendre? Parce que j'ai un peu de mal à vous entendre. D'accord, Moi aussi, ouais. je ne pensais pas qu'elle était trop forte. Voilà. Et donc, c'est effectivement un homme de chair et de sang que tu vois sous tes yeux. Et il ôte son casque et tu vois donc ce visage doté d'une double balafre et qui te regarde avec bienveillance. Mais maître, vous n'êtes pas mort? Bon, je vais faire toutes les répliques bateau, hein. Je vous préviens. Est-ce que, certes, je me suis adressé à ton esprit, mais je n'ai jamais prétendu avoir quitté le monde des vivants. Et tu vois qu'il a un petit sourire, il est amusé de la situation. Mais moi aussi, un jour, grâce à mon cosmos, je pourrais faire cela. Et bien plus encore. Donc il te met... bah, tu Moi, vois, j'ai une pensée pour mon frère, alors j'essaye d'avoir un visage soucieux et réfléchi en même temps. C'est très dur à décider dans un manga. mais en fait, chaque spectateur, il comprend ce qu'il peut. Voilà. Excusez-moi, je me Comme concentrer. vaut l'honneur de votre présence, maître, pourquoi m'avoir amené ici? Donc là, à ce moment-là, il hoche la tête en te regardant de pied en cap. Eh bien, je me demande vraiment si tu as posé une telle question, vu que tu viens quand même d'endosser ton armure, hein, à la base. Oui. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire par... pour quelle raison m'avez-vous mené ici? Tu parles de façon générale, pourquoi est-ce que tu l'as... pourquoi lui-même t'a fait quitter la civilisation pour... en chair et en os devant lui, en fait. D'accord. Tu es maintenant un chevalier de bronze au service du sanctuaire d'Athéna. Et je pense que le petit jeu du maître et du disciple a assez duré. Et je voulais te voir de mes propres yeux. Contempler l'enfant que j'ai trouvé jadis et l'homme que tu es maintenant. À ce moment-là, il te met une main sur l'épaule. Cependant, sache que ton devoir ne devra pas attendre. Je suis prêt à servir, maître. Voilà, juste. Fais-moi honneur et applique les enseignements que je t'ai appris inlassablement, jour après jour, année après année. Tu dois te rendre sans plus tarder sur l'île de Calamos. De Colamos. C'est Calamos, mais c'est pas grave. Calamos. On peut l'appeler Colamos, ça me va aussi. Non, non, d'accord, j'avais compris Colamos. Alors, je vais noter parce que... Hop. Donc Calamos. Maintenant que je t'ai formé, d'autres tâches m'attendent. Mais j'ai le sentiment que le destin peut se jouer. Et tu te dois d'être présent. Très bien, maître. Une fois là-bas, que devrais-je faire? Le destin, il pourvoira. Très bien. Quel homme mystérieux! Ah ben, il est assez labyrinthique. Oh, joli! Et je l'ai placé. Donc, oui, maître. Je m'y rends de ce pas et je ferai honneur à votre enseignement. Le boyau dans cette direction t'amènera d'office à la surface. Inutile que tu affrontes à nouveau le labyrinthe. Va Très bien, maître. et sois digne de ton armure. Je reviendrai victorieux, maître.
Je n'abandonnerai pas. Et de 2. Kuro du Cerbère. Oui. Un endroit super sympa. Ah, c'est beau. Là, tu joues le badass, donc évidemment, t'as... Il y a le petit volcan, il y a tout. Oui. Il y a un minimum de verdure. Dis-moi. Bon, ça fait maintenant quelque temps que tu disposes de l'armure de Cerbère. Oui. Et pourtant, la Banshee ne t'a jamais congédié pour aller, traverser le vaste monde et faire régner la justice. Non, elle se D'accord. contente de te pousser inlassablement à l'entraînement, et même si tu ne l'as jamais vu porter une armure, même si tu te sens puissant et capable de terrasser les montagnes, on dirait qu'elle n'a pourtant aucun mal à te résister. Ouais. Et peut-être qu'elle t'a envoyé chasser, ou qu'elle t'a congédié après quelques entraînements où elle t'a battu comme plâtre. Oui. Et donc, bah oui, hein, toi tu es le ténébreux, donc il faut que tu en chies un minimum. Oui, tout à fait. Et- D'ailleurs, si ça peut t'aider, je pensais que mon épreuve, ça pouvait être d'avoir été enchaîné, tu sais, au flanc d'une montagne et de résister, par exemple, pendant X temps, sans boire, sans manger, etc. Jusqu'à être aux portes de la mort, où justement t'attendrais Ouais. Cerbère. Exactement. D'accord. Qui a décidé si tu dois la passer ou au contraire devenir son gardien. Exactement. D'accord, ça marche. J'ai perdu le fil de ce que je voulais aborder à ce moment-là. Ah, c'est affreux. Bref. Tu n'as porté l'armure du Cerbère qu'en une seule et unique occasion. L'instant où tu l'as justement endossé. Oui. Hein, car ça n'est pas un jouet. Et la Banshee tient ce que tu ne la portes que lorsque tu affronteras les ennemis du sanctuaire ou d'Athéna. Et D'accord. au cas où tu aurais réfuté, peut-être avec un peu trop de verve, mes maîtres, vous savez bien qu'il n'y a personne sur cette île désolée. T'as dû te manger un... Ouais. T'as dû te manger un bon pif. Ok. Donc il faut imaginer que tu portes toujours la tunique du disciple, celle que tu as... non, c'est Naga qui a dû la tresser de ses propres doigts. Bon, tu portes une tunique qui a vu de meilleurs jours, qui est rapiécée de toutes parts. D'accord. Et peut-être que tu as le regard qui se perd dans la mer, qui est depuis si longtemps maintenant est ton seul horizon. Ouais, songeur, pensif. Oui, Je me vas-y, demandais pose. qu'est-ce qu'il attend encore. Qu'attend le destin, oui, pour s'occuper de ton cas. Exactement. Tu peux même décrire les embruns et le vent qui fait bouger de façon fort esthétique et cyclique quelques mèches sur ton visage, d'Éphèbe. J'ai déjà oublié à quoi tu ressemblais. Toutes les 38 images. Oui, J'imagine bien ça, le fondu avec le soleil à son zénith dont on voit les rayons qui luisent légèrement, éclairer cette île un petit peu poussiéreuse. voilà. Tu vois, plage grise, Ok. Et à ce moment, la mer avec un air mi-sérieux, mi-figue, mi-raisin. tu te laisses porter par la musique, vous, là. Tu sens la mélancolie? J'avoue, Mais j'avoue. ça fait la moitié du boulot, hein. Ça fait la moitié du boulot. Oh là là, c'est un peu plus moche, la musique. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand soudain tu sens... Oui, ton cosmos ne peut se tromper. Luc était affûté par le plus aiguisé des rasoirs. Tu sens les vestiges d'un cosmos. Un peu plus loin, à l'est. Bien. Alors, quand on ressent un cosmos, on ne le ressent pas s'il est tout de suite mauvais ou tout de suite bon. En tout cas, il est juste mourant et tu ne sens pas d'hostilité. L'hostilité du cosmos, Eh bien, faut que tu la sentir. Je cours à la vitesse la plus rapide qui soit, bravant les dangers du volcan, pour emprunter le seul sentier qui permet de traverser l'île. Bien. Je n'en attendais pas moins de toi. Et non, effectivement, comme tu t'en doutes, il n'a pas le parfum capiteux et à la fois acide du cosmos de la Banshee. Non, ce n'est pas elle. D'ailleurs, quand elle tient
comment dire, quand t'as de fausses compagnies, il était toujours impossible de savoir où est-ce qu'elle a bien pu se rendre sur cette île, au point que tu te demandes si elle ne l'a pas quittée. Et donc tu distingues les... Oh grand Dieu. J'adore quand la musique me donne raison. On dirait qu'on a fait naufrage sur le récif. Eh bien, je me jette à l'eau à la recherche de la moindre trace de vie qui pourrait encore subsister après un tel naufrage. Il y a des cadavres ça et là, des cadavres de simples mortels, des marins bien pittoresques, dessinés de façon assez grossière et répétitive d'ailleurs. Mais le comique de la situation ne touche en rien. C'est affreux. Il y a eu là un véritable carnage. Mais tu es peut-être de notre héros le moins sensible à ce genre d'effusion de sang. Cependant, agrippé à un rocher affleurant à la surface de l'eau, tu distingues, mais oui, on dirait un chevalier. Et Eh bien, il semble épuisé. soit, je monte sur le rocher et je le tire de là, me portant sur mes épaules et alourdi par mon fardeau, je me dirige de nouveau vers la plage, essayant de lui éviter bien sûr la noyade. C'est beau. Oui. J'ai failli faire une blague, mais il faut que je fasse gaffe. Eh bien, tu étends ce jeune éphèbe, car c'en est un. Moi qui croyais qu'on faisait du shonen, maintenant on va bientôt découvrir qu'on fait du yaoi. Ben, c'est pour ça qu'il y a aussi un certain public féminin, comment dire. Ce sont des beaux jeunes gens avec des tailles de guêpes. Je vais rapidement lui presser le point de... Les points vitaux, les points étoilés. Je sais pas si tu remarques, mais cet homme est présent maintenant. J'ai affiché les fèves. Oui, ouh. On pourrait méprendre, hein. Alors, sache que si Alexis était là, il hurlerait à l'agonie. Ah. C'est son personnage. Ah. Je vais rapidement lui presser le point vital, et si besoin est, je vais lui faire du bouche à bouche. Pitié, non. Bah, excuse-moi, Tu vas faire exploser notre audimat. Non, mais en fait, il a... Tu vas tout mettre le comité d'éthique sur le dos, là. Oui, tout à fait, le CSA. Tu vas nous censurer. Déjà que là, on est en train de lutter pour qu'il ne teinte pas le sang qui le macule en vert, comme le font certains Tiens, studios. survivant. C'est vrai. Bref. Ce n'est pas la noyade qui a mis cet homme dans cet état naturellement, mais il a bien dû, il s'est battu, son armure est en piteux état, et il est maculé de sang, comme seul un chevalier sait le faire. Eh bien, je vais veiller en respectant celui qu'il est, à lui retirer son armure pour venir le tirer dans ma grotte à l'ombre et l'abreuver quelque peu. Eh bien, tu remarques à ce moment-là où il finit par perdre conscience, qu'il est traîné jusque-là, donc une pièce d'étoffe. Une pièce d'étoffe qui était enroulée autour de quelque chose. Une sorte de baluchon, en fait. Je récupère ceci, donc. Et j'y jette un œil. À ce moment-là, tu es quasi ébloui par l'éclat de l'or le plus pur que tu n'aies jamais vu. Baisse un peu la musique, s'il te plaît, j'entends pas trop, moi. C'est affreux. Ouais. L'or ? Oui. Mais contre qui s'est-il battu ? Dit-il... Tu déduis qu'il a donc arraché cela à son adversaire ? Exactement. D'accord. Eh bien, si tu sors l'objet, eh bien, tu te trouves avec un casque d'armure. Un casque d'or. Par tous les seins. Par tous les seins, parfaitement.
Je cherche, de par mon cosmos, j'essaie de trouver ma maîtresse pour m'enquérir de son avis. Elle qui est si éclairée. Eh bien, tu brilles comme un phare dans la nuit. Ou tu brilles comme un miroir de bordel, comme dirait l'autre. Et tu as beau appeler désespérément ta maîtresse, son écho ne te répond point. Bien. Eh bien, dans ce cas-là, je vais m'occuper de sauver ce jeune chevalier. Cependant, tu as un frisson désagréable qui parcourt ta nuque. Cela t'est arrivé à certaines reprises où, trop tard, tu te retournais pour te trouver nané avec la Banshee et qu'elle te châtie encore pour ton manque de vigilance. Eh bien, Mais- je me retourne sur le qui-vive, prêt à frapper. Ce n'est pas la Banshee. Sur la grève, non loin de là où tu as traîné le corps de ce jeune chevalier, Junpei de la Grue, dis-je à l'intention du public, le personnage de Lexi donc, que tu connais, qui connaît dans la vie de tous les jours. Eh bien, tu vois un groupe d'hommes. Ne sachant trop à quoi m'attendre, je fais la posture spéciale du chevalier qui tend les bras pour revêtir son armure. Oh d'accord, donc cache, ça ne passera pas inaperçu. De toute manière, en même temps, vu que tu as dégagé du cosmos afin d'appeler ta maîtresse, si tu fais face à des chevaliers, ils t'auront sans peine remarqué. Eh bien, comme venu de nulle part, et comme c'est souvent le cas dans la série, l'armure du saber apparaît dans toute sa splendeur et vient recouvrir ton corps. Ah, je me sens puissant à présent. Je me porte à leur rencontre. Tu espères que la Banshee ne te punira pas pour cet acte. Bien. Eh bien, tu distingues un groupe d'hommes qui portent des armures sombres comme la nuit. Ah. Et si tu te rappelles les enseignements de la Banshee, à une certaine occasion, elle t'a parlé d'un ordre de chevaliers déchus. C'est parce que y a ma femme qui pose à côté pour donner du corps à mon à mon texte. Elle lève un point victorieux. Donc des parias au sein de ton ordre qui œuvrent pour l'effort au service des forces du mal. Très bien. Des voyous de la pire espèce. Des êtres sans foi ni loi. Je vais être sans pitié. À l'âme noire comme le charbon. Je vais frapper avant de poser des questions. Mais Quelle est ma devise? Et ne pas respecter la loi de la cinématique. Ah, c'est horrible. Ça cause toujours. Ça cause toujours, C'est la vrai. Senseiya. Allons. Pardon. Hop là. J'aurais bien imaginé, si tu veux, l'attaque qui vient un petit peu de nulle part et ensuite Dans ce la cas, célèbre diatribe. si elle est cinématique, il n'y a aucun problème. Eh bien, il lance une attaque pour empêcher en fait ces hommes d'avancer plus avant sur son île qu'il considère comme sacrée, puisqu'elle est le sanctuaire de son maître. Et après ceci, les ayant tous aveuglés, il va arriver et se poster sur la crête rocheuse, les toisant de toute sa stature et de sa hauteur. Shazam. Votre présence en ces lieux n'est pas permise. Rebroussez chemin, ou grand mal vous en coûtera. Bah, ça marche très bien, hein. C'est exactement le genre de test que je suis en droit d'attendre de toi. Alors des petits visages par-ci, des petits visages par-là. 22h44. Grand Dieu. Le combat débute enfin. Un petit 31. Non, il ne s'agit pas de la pointure de ton ennemi. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Voilà. Très bien. Alors, Son armure. je suis en train Il de... est sur son 31. Ah, oh, pas mal. Heureusement qu'on joue pas à Ken, hein, franchement. Allez. En tout cas, c'est une des intros que je préfère en ce moment quand même. Hein. Que veux-tu J'avoue. dire par là? Serais-tu en train de me flatter? Oui. Oui. Eh bien, dans ce cas, je vais me gargariser de cette pensée. Oui, flatte-moi.
Pouf, pouf. Donc, alors, je vais déplacer vos fiches, parce que maintenant, vous partez pour le casse-pipe. Nous allons lancer tous vos dés maintenant. C'est parti. Je vous rassure, les gars, comme vous pouvez vous en douter, dans un instant, Démétrios de la table et Naga du labyrinthe vont débarquer comme par hasard en synchro parfaite. Bien sûr. Car l'île de Calamos n'est autre que l'île où Koro du Cerbère a vécu ses dernières tendres années. Ah. Ça s'est bien fait cet épisode. Bien. Pauvre Junpei de la grue. Lui qui fut le héros de la saison précédente. Eh bien, ils sont excessivement nombreux puisque tu distingues donc les visages que j'ai mis de façon générique, c'est un peu le genre de faciès auquel tu as le droit de t'attendre. D'accord. Tu n'as aucun mal, ça crève les yeux en fait. Leur armure ont un côté très armure de seconde main forgée par des alchimistes douteux. Et en fait, chaque point que tu peux voir sur leurs ressources correspond en fait à une entité à part entière. Hein. D'accord, Donc, ils sont 9 donc. Donc ils sont un sacré paquet. Bon, parce que je crois Non. qu'il y a un point sur le dé, c'est un bonhomme en fait. Oui, un point sur le dé, c'est un bonhomme. Ils ne sont pas 9. Ce n'est pas un dé qui correspond à une personne, hein, non. Ils sont 12. Alors. Ils sont 13 en fait, puisqu'on compte le dernier 13. Voilà. Qui lui a Et son nom ah, crédité plus haut dans le générique, du coup il a plus de ressources. Eh bien, donc ils ont un peu un air hagard, un air mauvais, et ils regardent les alentours. Et en plein milieu trône un énigmatique chevalier, dont l'armure semble de meilleure facture. D'ailleurs, ça se voit, elle est plus travaillée, cet homme est même peigné, on sent qu'il y a eu un peu plus de caractère design en ce qui le concerne. Et il avance tranquillement dans ta direction. Un sourire zébrant son visage. Un sourire narquois zébrant son visage. Oh, en plus la musique a un petit côté sa pose. De belle lassitude. Ça m'arrange. Toi là, tu es notre proie. Donne-nous ce blessé et débarrasse-toi de ce fardeau. Il ne t'arrivera rien. Et naturellement, les autres se mettent à ricaner comme des hyènes qu'ils sont. je n'aime pas me répéter. Quitte cette île avec tes sbires avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Ah, c'est vrai, j'oubliais, on a passé tellement de temps dans CLD que j'ai oublié naturellement la façon que tu as eu de te présenter à ces messieurs. Eh oui. Est-ce que tu veux qu'on retconne la scène ou est-ce que on continue Bah écoute, ouais, je veux bien que ma petite intro... D'accord, donc on reprend la scène où ils avancent toujours dans cet art narquois, sauf que tu as disparu naturellement et il y a juste le corps de Junpei qui du coup, pour le drame, a repris conscience. Il distingue le... Est-ce que tu as laissé le casque? Non, je l'ai planqué Espèce ou d'enfoiré. jeté dans un... Donc il commence à fouiller le sable avec désespoir, tout en ayant le corps parcouru de soubresauts de douleur. Ce pauvre homme est à l'agonie. Et il a perdu là l'objet sacré dont il avait la charge. Et à ce moment-là, donc il retrouve ses poursuivants naturellement et commence à tenter de se lever. Mais ses frêles jambes ont beaucoup de mal à soutenir son corps constellé de blessures. Et pourtant, il tente de brûler un cosmos faible, il commence à esquisser les mouvements propres à sa constellation. Vous m'avez arraché ce casque! Vous m'avez arraché cet objet sacré! Donc c'est à moi qui s'adresse. Hein. Non, naturellement, toi tu as disparu, comment dire, là tu vas faire une entrée en cinématique, tu es en coulisses, personne ne peut te voir pour l'instant. Et donc... Les sous-fifres se regardent de façon un peu perplexe et leur chef déclare j'ai dû frapper bien trop fort, tu as perdu la raison. Ne me dis pas que tu as laissé tomber
le casque d'or au fond des flots. Tu peux t'inviter dans la scène quand tu veux, hein, parce que sinon je vais m'envoyer la balle un bout de temps, hein, parce qu'ils vont le mettre à mort, le gars. Hein. Donc du coup, c'est là que je fais mon entrée. Non, normalement, la baston, c'est au prochain épisode. Hein. C'est comme ça que ça marche dans le Chevalier du Zodiaque. Les premiers coups peuvent être échangés avant la fin de cet épisode-ci, quand même. Ah, Oui, tu es en train de parler de la manie de Dragon Ball, par exemple, de faire durer un combat sur des mois et des mois, où on voit des gros plans sur des dents qui crissent, mais rien de plus. Ah non, ça... Je vais faire mon entrée en scène ici. D'accord. En lançant mon attaque sur celui qui semble être le chef, comme mise en garde, du coup. Pour l'heure, je préférerais qu'elle soit cinématique. D'accord, alors elle est cinématique, d'accord, je comprends. Donc peut-être que ce sera juste un kick sur un sous-fifre qui n'était pas comptabilisé dans l'opposition et qui sera séché sur le coup. Ok, très bien. Donc décris comment tu sèches ce no-name pour entrer dans l'arène. Eh bien écoute, du haut de sa crête rocheuse, il s'élance et avec son élan, il fait le super méga fighter kick. Il vient percuter son ennemi en plein plexus et le clouer au sol. Et en plus, pour bien marquer ça, il atterrit dessus, lui fendant son armure. Oh, naturellement, c'est comme si tu déchirais c'est comme si tu déchirais de l'étoffe à ce niveau-là. Le tout avec un sourire narquois. Ok. Ouah, c'était pas la musique que j'espérais. Je voulais juste une sorte de... Ouah. Voilà, c'était ton entrée. Bien. À ce moment-là, donc, tu as le corps de ton adversaire qui se raidit et il se fige, la langue pendante. Les autres soldats qui étaient autour de lui s'écartent, se dispersent autour de toi, formant une sorte d'arène naturelle. Et leur mystérieux chef donc te toise. Ça alors, un chevalier d'Athéna. Qui eût cru que ce caillou pouvait abriter un autre chien du sanctuaire? Et là, donc, du coup, je vais lui rétorquer, ce n'est pas moi qui suis encore en train de chercher à courir après une quelconque relique. Et bien à ce moment-là, naturellement, les hommes de main ont retrouvé un peu de leur contenance et commencent à se déplacer en posture de combat pour te priver de toute chance de t'échapper. Naturellement, derrière toi, Junpei de la grue n'a pas réussi à rester conscient. Trop d'émotions pour lui, il finit par s'écrouler lourdement dans la plage et à nouveau un repère de conscience. Ok. Dois-je comprendre que c'est toi qui t'es emparé du casque d'or? Si tu le veux pas, moi je le veux bien. Eh bien, il semblerait que pour une fois, C'est gentil. tu sois... Enfin, ouais, sinon, tu sois doté d'un minimum d'intellect. Si tu veux ce que tu cherches, il faudra me le racheter. Ben là, il lâche un grand éclat de rire. Putain, j'ai Ariane fait mon... Et le pire, c'est que je me rends compte que je m'apprête à utiliser un sarcasme que j'utilise à toutes les sauces. Tu as la langue bien pendue. On verra si tu fais le malin une fois qu'on te l'aura arraché. Mais à ce moment-là, il commence à faire à prendre une posture de combat et il y a son cosmos obscur qui se déploie. Bien, quel est le premier de nos chevaliers en coulisses qui n'ont pas eu la chance d'avoir une scène aussi longue que la tienne en définitive? Quel est le premier qui va débarquer sur les Léos? Oh, moi je dirais le chevalier de la table. Allez, d'accord. Attends, c'est la première fois que ça me le fait depuis... Bon, naturellement, ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps que tu traques ce chevalier. Et c'est bel et bien lui, naturellement, l'homme qui a... Ça m'arrive jamais. Jamais ça m'arrive. L'homme que j'ai dû laisser s'échapper. Exactement.
Tu as dû, entre guillemets, faciliter son évasion. D'accord. J'imagine que tu as du mal à accepter un tel acte. Toi que Tout à fait. la culpabilité ronge jour après jour. Bien sûr. Et donc, alors qu'il est en train de développer son cosmos noir, je vais intervenir et venir protéger le chevalier du Cerbère grâce à ma roue d'obsidienne, de manière à à refléter sa première attaque. D'accord, donc on commence les frais tout de suite. Ok. J'imaginais bien rentrer au moment où il déploie son cosmos noir et qu'il lance une attaque sur le chevalier. J'apparais à l'écran et on ne voit que la roue d'obsidienne et les attaques qui sont réfléchies dans tous les sens. Et D'accord. qui Je pense rasent qu'on les va souvenirs. aussi traiter cette façon cinématique, comme ça on commence pas à mettre les dés et on permettra du coup au dernier retardataire du labyrinthe de débarquer sans qu'on ralentisse un peu trop la fiction. Donc D'accord. je te valide cette scène. On va dire que c'est plutôt les hommes de main qui se sont à ce moment-là jetés sur le Cerbère. Le Cerbère qui aurait peut-être sans doute eu aucun mal à les repousser, mais quelle ne fut pas sa surprise de découvrir le chevalier, un autre chevalier qui porte une armure semblable tout en étant foncièrement différent. Est-ce que pendant mes longs jours, voire semaines de traque, j'ai appris le nom de ce chevalier rebelle? Peut-être que tu l'as appris de la bouche des soldats qui étaient encore en vie. Il se nomme Altesse d'Eridan. Altesse d'Eridan, je ne te laisserai pas continuer tes méfaits. Il est temps que tu payes. Jamais tu ne récupéreras la relique sacrée, le casque d'or. Tes mains sont bien trop impures pour te poser sur un tel objet sacré. Je vais chercher du popcorn. C'était magnifique. C'était magnifique. Merci beaucoup. Donc, l'espace d'un instant, il est stupéfait. Voilà qu'il change la donne. 2 chevaliers au lieu d'un, les choses se corsent. Donc, l'espace d'un instant, on voit vraiment qu'il a une expression interdite. On a un gros plan sur son visage, mon Dieu. Et naturellement, il tente de ne point se défaire de son arrogance naturelle. Je vois que mon nom est connu d'un bout à l'autre du globe. Tu me flattes, chevalier. Mais désormais... mince, je me suis planté dans ma langue. Il n'y a que le Oh, sceau je qui compte se bien, pavane je- devant le reflet dans le miroir. Pardon ? Je dis, il n'y a que le sceau qui se pavane devant son reflet dans le miroir. Le train de tes insultes roule sur les rails de mon indifférence. Non, c'était pas ça, c'était pas ce genre de réplique que je cherchais. C'était plutôt... Vous ne faites pas le poids. Ce n'est certainement pas vous qui m'empêcherez de mettre la main sur ce casque sacré. Et je prendrai un malin plaisir à vous torturer lentement, afin que celui-là, dit-il en ayant juste un hochement de tête à l'attention du Cerbère, crache l'endroit où il a caché le casque. C'est sur ton cadavre que je cracherai. Oh, en voilà des manières. Je croyais que les chevaliers d'Athéna De la étaient... douleur, toi qui es un chevalier renégat et qui n'a à aucun moment ni eu le courage ni la persévérance de continuer son entraînement jusqu'au bout afin de pouvoir revêtir une armure digne de ce nom. Ben là, il se contente de cracher par terre. Vous ne savez rien de nous. C'est le sanctuaire vous a rempli le crâne de sornettes. Vous Il a verrez craché que sur mon île. vous verrez que pardon. Il a craché sur mon île, le salaud. Il a Il va craché me sur mon tuer. île. Retenez-moi. Et là, il déclare vous verrez que nos armures de ténèbres n'ont rien à envier aux vôtres. Ce qui est faux. Naga du labyrinthe. Et à ce moment-là, j'apparais, me dressant sur un rocher et le désignant du doigt. Halte là, renégat. La justice est venue à toi. Ces pas qui souillent ce sanctuaire ne méritent que de repartir. Les Les pieds devant. devant. Elle est bonne celle-là.
Donc là, à ce moment-là, il y a vraiment l'escouade de sous-fifres qui ne sait plus où donner de la tête et qui a perdu un peu de la confiance qu'ils affichaient jusque-là. Alors je prends une posture de combat en essayant de mimer un peu des murs qui apparaissent, donc c'est un peu ridicule, mais c'est très efficace. Il y a un côté mime Marceau. Voilà, c'est un peu ça. C'est fantastique. Il faut le dessiner, ça. Mais j'ai un regard vindicatif. On zoome sur mes yeux à ce moment-là. Et donc, Je pense que la prochaine saison, ils trouveront une meilleure animation. Il y a Altesse qui encore affiche une expression livide avant d'à nouveau tenter de gagner un tant soit peu de composition. Et là, il déclare c'est pas croyable, cette île est une garderie pour nouveau-nés. Désormais, on prend les chevaliers au berceau. Je pense qu'il est plus âgé que vous, hein, c'est pour ça qu'il déclare cela. Soit. Et là, il sort sentir le poids de notre vigueur. Soit, cette île sera votre tombeau. Ça se marre comme les gros otaries bourrés à la bière. Mais ils font j'explique à mon épouse qu'ils font des fantastiques phrases dans le ton, mais certaines ont une certaine verve qui peut être comprise de travers. Je suis sûr que c'est la présence de Junpei Delagrue qui déforme leurs propos. Car Junpei Delagrue, dans son acting, est un spécialiste dans le genre dans ce qui concerne les phrases à double tranchant. Bref, nous pouvons désormais, mes amis, commencer les hostilités. Joie. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? On peut décider arbitrairement de l'initiative en faisant de haut en bas, tout simplement. On commence par le cerbère, puis la table, puis en même temps c'est un peu l'ordre d'arrivée, en définitive. Oui, tout à fait, ça me convient. Et hélas, pour moi, je n'agis qu'en dernier. Alors, c'est un jeu où tu dois hélas craquer tes maigres ressources. Parce que tes points de vie sont aussi ta force narrative. Plus le dé est haut, plus tu vas faire du vilain, que ce soit en persuadant quelqu'un de l'inutilité de ce combat, l'intimider, tester ses résistances, il faudrait que j'ai la liste j'allais dire la liste de moves sous les yeux, ma langue a fourché. Que ce soit en le frappant directement, que ce soit en jouant au chat et à la souris sans que ton adversaire puisse te toucher, que ce soit en analysant les mouvements de ton adversaire, tout est bon dans le cochon. Et les dés que tu vas miser vont de toute manière, d'une façon ou d'une autre, saper l'opposition adverse. D'accord. Sachant que certaines victoires peuvent être simplement morales, et si jamais tous vos adversaires n'ont pas été vaincus par la violence, si jamais ils n'ont plus de ressources, je vais juste les décrire en train de fuir désespérément aux quatre coins de l'île, où la Banshee ne manquera pas de les retrouver. Eh bien, je vais m'élancer du coup carrément sur le chef, puisqu'il semble être le seul adversaire digne de valeur, et en hurlant gaiement. Oh, tu aimes te battre, comme dirait OSS 117. Vas-y donc, que fais-tu? Bah pour moi, souvent, en fait, c'est dans les Senseiya, ils lancent leurs attaques, mais en même temps, ils parlent, tu vois. Bien sûr, c'est la loi de la cinématique. Donc je lui hurle, limite à lui en péter les tympans, que les corps du Cerbère se referment sur toi, vilain engeance. J'ai tué le MJ. Ce que j'aime, c'est qu'il va faire une attaque avec son et lumière pour dépoutrer une dizaine de mecs qui vont se relever un quart d'heure après. C'était toujours ça dans le Chevalier du Zodiaque, ils s'en prenaient plein la gueule, ils se relevaient toujours. Tout à fait. Il y avait une certaine asymétrie sur ce plan-là, c'est-à-dire que, quand le méchant était valable, je veux dire, les héros enchaînent leurs attaques sempiternelles sans effet, alors que eux se font déglinguer la gueule, et puis la tendance s'inverse radicalement. Petit à petit, les attaques de l'adversaire n'ont plus aucun effet sur notre héros, alors qu'en revanche, l'autre se fait meuler par les mêmes attaques qui les suit depuis le début. D'accord. C'est rigolo. Et c'est cette dynamique du shonen que nous allons émuler. Mais là, votre adversaire
Et vous êtes légèrement inférieur, donc de toute manière... Bien, donc il va falloir que tu redécrives ta dernière action. Comme je disais, il va se ruer sur le chef de cette ville compagnie en lui hurlant que les crocs du Cytherbert se referment sur toi, ville engeance, retourne d'où tu viens. C'est beau. C'est exactement ce que j'espère. Est-ce que tu vas cramer un point de cosmos pour vraiment donner du poids à tes actes? Tout à fait. Si tel est le cas, alors il faut que Bastien lance un dé. Eh bien, faisons cela. Un D6. Oui. Eh bien, il est lancé, il a fait 6. Mon Dieu! Oui. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Donc déjà, ça fait 6... mon doigt est là. Oui, je le vois. Tu peux recacher la caméra. Oh, quelle puissance. Bien. Quel est le dé de vigueur, en revanche, que tu crames dans l'action? Parce qu'il y a quand même un dé par défaut que tu crames. Mais, Le 4. Ok. Donc, ton 4 disparaît. Je le mets de côté pour des raisons qui m'échappent moi-même. En fait, je mets vos ressources de côté pour l'instant. Je pense que objectivement, je pense que ça n'a aucune espèce d'utilité. Mais... Donc, je me prends 10 points dans la gueule. Comment comptes-tu répartir les dégâts que tu m'as fait? Est-ce que, en fait, le mieux en général, le plus avisé est de te descendre les dés les plus élevés. Donc, en gros, tu vois les dés de Altesse d'Eridan. Tu choisis comment tu répartis les 10 points de dégâts que tu viens de lui administrer. Eh ben, je vais lui enlever un 6. Je m'en charge. Oh, merci Bastien. Et je vais diminuer le 5 en un 1. Ok. Quelle cruauté. Eh bien, comment dire, il est soulevé du sol, lacéré de toutes parts par les crocs du Cerbère, et tombe lourdement, et va choir dans la mer. En fait, il disparaît dans la mer. Et là, je rigole derrière assez sardonique. Je lui dis, alors... attends, non, putain, c'est chaud de trouver l'inspiration. Eh bien, réfléchis-y, parce que de toute manière, tout se passe un peu en même temps, donc on va passer au joueur suivant. Démétrios de la table. Eh bien, comme moi je sais que l'union fait la force et que un groupe bien soudé peut être un adversaire aussi puissant qu'un chevalier tout seul, je vais m'attaquer au fiefé sbire pas futé. Oui. Et donc je vais invoquer le sacrifice de la lave, et comme nous sommes sur un volcan en plus, je vais dire volcan, crache ta lave et offre-nous de pouvoir sacrifier ces êtres misérables à ta puissance. Et là-dessus, mais comment dire, mon karma qui est un cosmos de manière à apparaître comme si j'étais un colosse de lave, et je me rue sur eux, et mes poings se balancent d'un côté et de l'autre, et je leur file des... Tu les balayes comme des fétus de paille. Exactement. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, c'est magnifique. Extraordinaire. Donc c'est une attaque de vigueur, j'imagine. Le sacrifice de la lave, c'est normalement une attaque d'âme, parce que c'est une rage. Mais Attends, j'ai vu que attention. Alors la rage, je t'explique, il faut pas que tu te méprennes. La rage, c'est que tu l'infliges à ton adversaire. C'est ton adversaire qui est dévoré par la rage. Oui, du coup, ton attaque excessivement brutale évoque plutôt la vigueur. Eh ben alors c'est une attaque de vigueur aussi. Bah, heureusement que tu vas cramer un dé cosmos, parce que à 3, bon après tu vas en sécher 3, hein, mathématiquement. Ouais. Est-ce que tu veux cramer un point de cosmos pour rajouter un peu de patate? Oui, bien sûr. Eh bien c'est parti. Donc lance ton dé et fais apparaître ta webcam subrepticement. Bien sûr, comme cela. Hop, attention, c'est parti. Je fais 3. 3. Le total se monte donc à 6. Ça va être un carnage. Comment répartis-tu tes dégâts? Eh bien, je vais buter le dé de 4 et diminuer le dé de 5 à 3. Joli. Bravo, chevalier de la table. Eh bien, ça se passe exactement comme tu l'as décrit. Il tente désespérément de lever la main sur toi, mais le colosse de lave que tu es devenu les terrasses. Et donc, il faut imaginer, on a une succession de plans où
T'en as qui sont brisés, concassés comme des pantins qui vont s'écraser sur des roches affleurantes, d'autres qui disparaissent dans la mer et leur corps ne fait que flotter à la surface. Quelle classe! Voilà, et maintenant leur groupe est divisé, et telle la lave qui s'écoule du volcan, j'ai divisé leur rang en deux. Et ils vont être tout perdus et c'est déjà le début de la fin. Oui, c'est un mauvais jour pour les méchants. Voilà. Naga du labyrinthe. Alors, il y a le Oh, attendez. Thaïs Deridan n'est toujours pas ressorti. C'est une attaque de vigueur que tu as infligée à ces mécréants. Et ils n'encaissent rien, donc ils se prennent un dégât surnuméraire. Donc je décide arbitrairement que ce 3 tombe à 2. Oui, parce qu'il il y a quelques subtilités de règles. Des fois, il y en a qui sont plus résistants à certaines choses et plus faibles à d'autres. D'accord. Eh bien, moi, je vais donner un coup de main au chevalier de la table. J'intensifie mon cosmos jusqu'à ce qu'il devienne d'un éclat si lumineux qu'il les aveugle. Et je hurle par la charge du Minotaure. Je frappe le sol pour créer un éclat une faille, des éclats de rocher pour que laboure ces sbires pas futés. Hein, il faut bien l'avouer. Et les projeter dans les méandres. C'est une attaque de vigueur? C'est une attaque de vigueur? Ouais. Ok, tu crames lequel de tes dés? Le 3. Le 3. Est-ce que tu... Donc, le 3 étant un chiffre suffisant pour justifier une attaque cosmique, est-ce que tu crames aussi un dé de cosmos pour... un point de cosmos, oui. Allez, hop, je relance la dé, alors. La cause, c'est... Ah oui, c'est pour se relever, c'est ça? Il faut... J'ai cru voir un 1. Oui, tout à fait, j'ai fait 1. Désolé, Laurent. Bon, pas de soucis, t'inquiète pas. Bon, hop là. Ça fait 4. Après... N'importe, hein, ça revient au même, de toute façon. Mais il ne restera que un petit 1. Le pauvre. Sauf que il y a un dégât de plus, comme c'est une attaque de vigueur, donc. Ah oui, y a donc plus personne. Voilà, on a fini les fiefs sbires. Dans le gouffre de Calamos. D'accord. Eh bien, la plage change définitivement de visage, alors que c'est un véritable séisme que tu as déclenché, et les sbires disparaissent dans les failles que tu viens d'entrouvrir, avec une plainte pathétique. Des plaintes pathétiques. Altesse Deridan est seul. et là, pour le coup... Rends-toi Sa superbe a totalement disparu. Il regarde de toutes parts, voyant que ces hommes ont mordu la poussière. Et là, il éructe. Ce n'était que des chiens, des chiens errants. Je suis forgé d'un tout autre acier, comme vous pourrez le constater. Et à ce moment-là, il s'exclame, alors que son cosmos se déploie soudainement. Que le flot noir vous emporte! Et le ciel en perd ses couleurs, et on dirait qu'une marée à moitié réelle, à moitié créée par son cosmos se déverse sur vous. Et elle ne touchera que 2 de nos héros sur 3. Pour ce faire, je dois sacrifier un des 2. Est-ce que je peux faire une petite pensée de mon personnage? Parce que dans les épisodes, quand ils voyaient agir l'adversaire, ils avaient toujours une pensée du style « Ah, mon Dieu, mais comment peut-il déployer un tel cosmos ?» Je pensais qu'il était affaibli par les attaques de Cerbère. Je comprends pas une telle puissance chez ces personnes. Comme son cosmos est sombre. Est-ce que tu peux lancer 3d6, s'il te plaît? C'est fantastique. Oui, bien sûr. Prêt? Hop là, 1, 6, 3. Ok, le revénard est donc la table qui sera épargnée. Les 2 résultats les plus faibles correspondant donc au Cerbère dans l'ordre et au labyrinthe, qui donc essuieront donc 3 points de dégâts à répartir entre la vigueur et l'adresse. Alors en gros, vous devez baisser la valeur des dés vous restants. D'autant que
Enfin, de 3 points, quoi. Pas 3 points en vigueur et 3 points en adresse. Hein. Vous répartissez ça comme vous le désirez. Bon, voilà, ça va vite. Oui. D'autant que je ne peux pas faire riposter les sous-fifres qui vous auraient sapé quelques petits précieux points de vie, puisqu'il n'y a plus de sous-fifres. Oh my god. Mais... Pourquoi oh my god? Rien. Je sais qu'on est... Excuse-moi. C'est quelque chose qui t'a distrait, ok. Ouais, Tout tout à fait. Il est 23h30. Est-ce qu'on tente d'achever le combat ou est-ce qu'on le laisse comme ça en stand-by et on tâche de trouver une autre séance? Moi, ça m'irait d'attendre la fin du combat. Oui, on peut encore prendre 10 minutes pour terminer le combat, hein. Je vais pas D'accord. mourir. Allons-y. Ok. Moi, je vais me coucher parce que C'est tout ce que tu peux faire. Je me relève. Avec la gueule à moitié en vrac. Oui, tu te relèves péniblement, puisque naturellement, au début, Oui, les bien sûr. méchants ont toujours l'air à... J'ai percuté de rochers, ils ont explosé sous le choc, mon armure est presque fêlée, mais... Ah non, ton armure est intacte, faut pas déconner, c'est que le premier. Ah bon, pardon. N'oublie pas que je suis acharné, hein. Oui. Je suis intelligent. Oui, non, mais donc ça se tient. Et donc Altaïs n'en croit pas ses yeux, Altesse, pardon, n'en croit pas ses yeux en te voyant déjà aussitôt se relever, après avoir subi son attaque de plein fouet. Même à l'entraînement, ils nous font subir plus que ça. Donc il reste sans voix. Peut-être voit-il la faucheuse venir à lui. voilà. Donc nous, on va. Pour ma part, je vais me relever également, ayant mis un genou à terre après avoir percuté violemment l'un des rochers de la plage, le fameux rocher d'ailleurs sur lequel je m'étais tenu et avait bondi sur un de ses sbires. Et tu crois vraiment que tu pourras me battre aussi facilement sur mon île, mon sanctuaire? Il se relève et commence à faire brûler son cosmos. Parce que si j'ai bien compris, c'est à mon tour. Oui. Et là, je vais lui lancer le souffle du passeur. C'est une attaque d'esprit, c'est ça? Oui. T'as du 5 et du 4, tu n'es pas obligé de cramer les dés de cosmos, ce sera déjà assez efficace. D'accord, eh bien écoute, je Enfin, me sers. comme tu le sens, hein. C'est un jeu de ressources, donc... En fait, le cosmos rajoute un dé, c'est ça? C'est ça. Ça rajoute de la patate. Ah bah si, obligé. Mais à partir du moment où tu as du 5 ou un 5 et un 4, c'est déjà des chiffres fort honnêtes, ça. D'accord, eh bien écoute, oui, que le souffle du passeur t'emporte sur le Styx. Telle est ta place. Ok. Quel est le dé que tu sacrifies? Le 5. Ton dé d'esprit n'est plus, mais le sien ne se porte pas mieux pour autant. J'imagine que tu crames un 4. Non. Non, oui, non, pardon. pour lui. Tout à fait, Et le point surnuméraire? tout à fait. Euh, Sur le 3. tu baisses le 3 à 2, d'accord. Ok, eh bien... Quelles sont les visions d'horreur qu'il... Eh bien, en fait, il a une vision du Styx avec l'entité du passeur. Pointe du doigt son âme qui désormais se noie dans les abîmes. Donc, l'espace d'un instant, il se débat en poignant son crâne comme si on lui vrillait la cervelle. Et il pousse il rugit un simple « Non !» avant de retrouver ses esprits. Et il a lui-même mis un genou à terre. Et là, il te regarde avec un regard de pure haine. Il en faudra plus pour m'arrêter. Mais vous sentez que sa confiance fléchit et qu'il voit vraiment sa dernière heure venir. Ben non, qu'il n'en faudra pas plus pour t'arrêter. Regarde comment nous avons balayé tes sbires avec une facilité déconcertante et comment maintenant tu es déjà en train de baisser les bras devant nous. Et d'ailleurs, puisque tu veux être arrêté, je t'en prie, je vais déclencher sur toi le colosse de basalte, et t'en prie, de manière à ce que tu restes sur place jusqu'à ce que nous puissions simplement venir t'achever. Bientôt, te voilà maintenant paralysé, te voilà maintenant transformé en pierre, enchâssé dans les bras de ce colosse gigantesque sans tête. Là, je vais juste lui laisser déclarer parce que c'est aussi de circonstance.
Riez, mais je pourrais vous prendre... Enfin, s'il s'agissait d'un duel, je vous vaincrais tous. Il y a Relica aussi qu'on a pas. Vous en êtes réduit à vous masser et faire front contre moi, qui suis seul. Mais bon, tu balances quand même ton colosse dont je ne connais plus le domaine, puisque je l'ai pas sous les yeux. C'est esprit. Esprit, d'accord. Quel est le dé que tu sacrifies? Bah, Au écoute, j'ai un hasard. D5, donc je vais sacrifier un D5. Hein. Ouais. Et Voilà. qu'est-ce que tu vas saper? Le 4 et le 1. Bim. Nom de Dieu. Mais de toute manière, ces précieux dés vous manqueront contre vos futurs adversaires. Bien sûr. Bien. À ce moment-là, il est comme soulevé de terre, pris dans les bras musculeux de l'être que tu décris. Et il hurle de douleur et même crache le sang alors qu'il est broyé par cette étreinte colossale. Que fais-tu, Naga du labyrinthe? Il n'a que 2 petits points. Allons, c'est presque trop facile. Oui. Sachant que les points surnuméraires seront perdus. Vois la puissance des chevaliers d'Athéna. Et là, j'invoque un plan large sur mon personnage qui bondit dans le ciel, qui fusionne avec les étoiles de son cosmos et pas de l'astrologie, Sa constellation. Constellation, merci. Qui fusionnent et qui viennent se greffer sur mon armure. Et là, je fais briller de 1000 feux mon cosmos et je déclenche l'attaque du fil d'Ariane. Pour oui, je sais, mais bon, traduit en français, ça fait toujours ridicule. Hein, Non, moi le fil d'Ariane, j'aime bien. Hein. Mais au contraire, il y a des fois où je fais... de toute façon, toutes les attaques que je fais sont francisées. Hein, je trouve ça... Oui, mais c'est pour eux. Et donc à partir de ce moment-là, je fonce sur lui dans un éclat de rock et de fureur, et on le voit presque ébloui par mon cosmos et cette forme presque effacée face à l'éclat du choc qui est soulevé et projeté dans les airs. C'était une attaque de quel type? Adresse. Tu as, sachant que, et là c'est affreux, mais je vais te l'autoriser parce que c'était le finishim, mais oui. t'aurais dû, pour justifier une attaque cosmique, et la classe de ce fil d'Ariane, t'aurais dû claquer au moins ton 5, plus que ton 2 étant trop faible pour justifier de tels moyens pyrotechniques. Ah oui, d'accord. Mais non, je croyais que c'était lié à la mise en scène avant tout. D'accord. Non, c'est aussi parce que, de temps à autre, vous pouvez aussi simplement mettre une bonne grosse mandale, ça fait aussi l'affaire. Mais je te l'accorde parce que c'est le finishim, et puis parce que... Comme tu veux. Alors, ouais, après... Je te l'accorde, c'est le finishim, il y a plus de budget au premier épisode. Voilà. C'est marrant, je réalise que j'avais fait disparaître Altesse dans les flots, je suis un peu surpris par l'orthographe, Altesse dans les flots, et je l'avais pas décrit en train de jaillir hors des flots pour se venger. Mais il y plonge une nouvelle fois, et cette fois, il ne refera plus surface. Ça a été coupé dans l'épisode français, c'est pour ça. Du moins pas envie. Ouais, ça me paraît pertinent. Ça ne me semble pas très chevaleresque de le laisser se noyer ainsi. Mais cet homme est mort. Il y a des chances. Bah, là, vous avez mis les moyens, quoi. Ah ouais, tout à fait. Pour Athéna, je regarde mes compagnons en levant le poing et puis l'image se fige. Comme... Et la fondue blanc et le générique qui commence. Eh bien, effectivement, nous roleplayerons votre rencontre, vos échanges ainsi. Ainsi s'achève ce premier épisode de Senseiya Sigma. Il s'agit d'une aventure en 5 sessions qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an. Ainsi, les épisodes suivants arriveront au fur et à mesure. À bientôt.